Docteur Meïmasri, bonjour. Bonjour. Boker Tov. Comment je vous entends. Voilà, merci d'être avec nous dans ce studio ce matin. Nous parlons avec vous de la situation en Syrie avec la reconquête par l'armée syrienne de Daraa. La première question que je voudrais vous poser pour nous expliquer, que s'est-il passé au cours des dernières semaines? Qu'est-ce qui a provoqué cette reconquête ou cette nouvelle offensive de l'armée régulière syrienne, pardon. Alors, reconquête de l'armée syrienne, c'est un grand mot parce que sans les Russes, les Syriens auraient été incapables de récupérer quoi que ce soit. Ce qui s'est passé, c'est que les Syriens... Mais pourquoi maintenant ? Le régime syrien, avec l'appui de la Russie, est en train de sécuriser ses frontières internationales, notamment avec la Jordanie. Il faut savoir qu'il y a une longue frontière avec la Jordanie qui a été plus ou moins poreuse durant les derniers mois. Pourquoi maintenant? Tout simplement parce que c'est comme ça, c'est dans le cours des choses. Le régime syrien, après avoir terminé avec la banlieue de Damas, avec les poches de résistance, que ce soit de l'opposition syrienne ou différents groupes djihadistes au cœur des zones contrôlées par l'armée régulière, eh bien, le tour est arrivé à la frontière sud et à la province de Daraa. Et une fois que ça sera terminé, ce sera le tour de Quneitra et de la frontière avec Israël. Et c'est là que vont se poser un certain nombre de questions. Alors justement, lorsque je dis pourquoi maintenant, je me demande, est-ce qu'il y a eu ces derniers mois, à travers les discussions entre Benyamin Netanyahou et Vladimir Poutine, à travers ce qui s'est produit, on va dire, dans la région, est-ce qu'il y a eu apparemment une sorte d'entente qui pourrait laisser penser que, par exemple, Israël, en échange d'un retrait qui avait été annoncé par les Russes de toute présence iranienne ou d'alliés iraniens sur le territoire russe, aurait accepté, on va dire, le retour du contrôle exclusif de l'armée régulière syrienne et de Bachar el-Assad comme seul et unique leader. Alors oui et non. Je ne pense pas que ce soit lié. Ça veut dire la progression de l'armée régulière syrienne avec l'appui aérien de la Russie, pas que aérien d'ailleurs, il y a aussi un appui terrestre. Était chose programmée depuis très longtemps. Mais il est vrai qu'il y a une coordination au plus haut niveau entre Israël et la Russie au sujet, 1, de l'endiguement du rôle iranien en Syrie, 2, de garanties sécuritaires concernant la progression de l'armée régulière syrienne. Israël veut s'assurer qu'il n'y aura pas d'impact sur le statu quo en vigueur depuis 1974. Exactement. Et d'un côté, et d'autre part, qu'il n'y aura pas de présence ni de l'Iran, ni de milices pro-iraniennes, à savoir le Hezbollah, à moins de 40 km de la frontière israélienne, c'est-à-dire jusqu'à la banlieue de Damas, parce que Damas est à peu près à 40 km de la frontière entre Israël et la Syrie. Et puis enfin, Israël a aussi demandé à ce que, ça fait partie des fameuses lignes rouges d'Israël, à ce qu'il n'y ait pas de transfert d'armes de qualité du régime syrien vers le Hezbollah au Liban, sur le territoire libanais. Cette distance de 40 km est une distance assez classique, tout simplement parce que on estime que les missiles à disposition des milices pro-iraniennes, notamment du Hezbollah, ne dépassent pas les 40 km et que donc on considère que c'est une zone tampon suffisante. De toute façon, on ne peut pas aller plus loin parce qu'après, plus loin, ça comprend la région de Damas. Ce serait beaucoup plus compliqué d'imposer une distance aussi importante. Donc pour l'instant, c'est ça à peu près la situation. Dernier point qui mérite d'être évoqué, c'est que les Russes ont finalement fini par accepter de livrer au régime d'Assad un système de missiles anti-aériens. Alors est-ce que ça modifie l'équilibre des forces dans la région? Alors justement, ça ne modifie rien du tout, contrairement aux apparences, et je voudrais expliquer. Et deuxièmement, ça prouve au contraire que la coordination entre Israël et la Russie est d'un niveau inédit. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'agit de missiles. Alors nous, on appelle ça des SA-22. Il y a deux appellations. Nous, on appelle ça des SA-22. Israël, les pays de l'OTAN. Les Russes appellent ça des Pantsir S-1. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit de missiles anti-aériens utilisés par l'armée russe depuis 2003 qui interceptent uniquement les F-15 et les F-16. Ah oui. Et justement, alors, les Russes ont fini par accepter de livrer ce système de missiles alors que les Syriens demandaient un système beaucoup plus développé au moment où Israël a cessé d'envoyer des F-16
sur le territoire syrien. Donc c'était extrêmement coordonné. Pourquoi ? Parce qu'Israël aujourd'hui, tout d'abord, il faut savoir que les F-15 et les F-16 peuvent viser, donc dont dispose Israël, peuvent viser tout point en Syrie avant les 40 km. Et donc dans la région où justement le théâtre des opérations pour l'armée de l'air israélienne. Et sans pénétrer dans l'espace aérien syrien. Et lorsqu'il y a pénétration dans l'espace aérien syrien, Israël a employé la dernière fois des F-35 qui donc échappent totalement à ce système de défense anti-aérienne. Et par conséquent, ça n'impacte aucunement la marge de manœuvre d'Israël, ça n'impacte aucunement la doctrine de dissuasion israélienne en Syrie, qui vise d'un côté le régime syrien et de l'autre, évidemment, les Iraniens et leurs alliés. Est-ce que donc on doit maintenant s'attendre, après ce qui s'est passé à Daraa, c'est-à-dire il y a eu aujourd'hui une reddition des rebelles dans cette région, donc à une conquête une reconquête par l'armée régulière syrienne du sud, c'est-à-dire de l'extrême sud aujourd'hui, c'est-à-dire ce que l'on appelle la région de Kounetra, et qui est vraiment en bordure de la frontière avec l'État d'Israël. C'est imminent, c'est incontournable. C'est imminent, c'est incontournable, mais ce n'est pas l'armée régulière seule, c'est l'armée régulière épaulée par les Russes. Par les Russes, donc avec une couverture aérienne, et sur le sol par la police militaire russe. Et puis ce fameux, alors ils ont appelé ça le Centre russe pour la réconciliation. C'est évidemment un centre composé exclusivement de militaires russes appartenant à la police militaire et qui vise à encourager les rebelles à déposer les armes en contrepartie de garanties alors, que se passerait-il si, par exemple, il y avait des tirs, on appelle ça une zliga en hébreu, c'est des tirs de la part de l'armée régulière syrienne vers le territoire israélien ? C'est-à-dire, en sachant qu'au milieu de cette zone, il y a aussi des Russes. Oui, non, mais ça, c'est impensable. Parce que là, on va revenir à la situation d'avant 2011. Et par conséquent, je pense que les différentes parties vont se comporter comme auparavant. Au contraire même, il y aura beaucoup moins de marge de manœuvre pour le régime d'Assad, compte tenu justement de la présence de l'armée russe. Si jamais il y avait... Vous voulez dire que les Russes vont se tenir, les Syriens vont se tenir à carreau et faire en sorte qu'il n'y ait pas justement de tir en direction du territoire israélien. J'en suis convaincu. Sans la présence des Russes, alors vous imaginez en plus avec la présence russe, donc ce serait absolument impensable. Et si jamais des tirs venaient à être dirigés vers le territoire israélien, la réponse israélienne serait immédiate et très musclée. Cela est absolument indiscutable. Alors donc, est-ce que l'on peut dire que finalement les Israéliens aussi ont reconnu que Bachar el-Assad devait rester dans le contexte actuel régional le leader de la Syrie ? Absolument pas. Non, ça n'est pas du tout la position israélienne. La position israélienne... Officielle, ce n'est pas la position officielle, mais est-ce qu'en sourdine, c'est finalement pas ce qui... Ni officielle, la position officielle d'Israël, c'est la position officieuse, c'est la même. Il n'y a pas beaucoup de différence. À savoir que le principal ennemi d'Israël en Syrie, c'est le régime de Bachar el-Assad. Ça, c'est une position extrêmement claire. Le régime de Bachar el-Assad, c'est un agent de la République islamique d'Iran qui cherche à détruire Israël, qui n'arrête pas de le répéter. C'est un régime qui soutient le Hezbollah, qui alimente le cercle de la violence, qui a par le passé soutenu le Hamas. Le siège du Hamas a été pendant des années à Damas. Oui, mais tant qu'il y a des Russes, si les Russes sont présents et que apparemment les Russes coordonnent leurs actions avec l'État d'Israël, eh bien l'État d'Israël n'a apparemment rien à craindre. Les Russes aussi coordonnent avec l'Iran. Ça ne veut pas pour autant dire qu'Israël va reconnaître... Beaucoup moins aujourd'hui, puisqu'on voit que les Russes ont presque forcé des distances. Après, ils ont pris des distances par rapport au dossier nucléaire et par rapport à la présence iranienne en Syrie. Mais ils n'ont pas pris des distances par rapport au régime iranien en tant que tel. Donc le fait qu'il y ait les Russes entre Israël et le régime d'Assad, ou entre Israël et l'Iran, ne modifie pas beaucoup la donne. Pour Israël aussi, le régime d'Assad est un régime responsable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Ce n'est pas du tout négligeable. Et ça fait aussi partie des considérations israéliennes en termes de politique étrangère. Alors, mais Israël n'a jamais cherché à jouer un rôle en Syrie. Oui. Et à chaque fois qu'Israël était intervenu, c'était uniquement pour garantir sa sécurité et pour ces fameuses 2 lignes rouges. Pas de groupe iranien ou de groupe lié à l'Iran à proximité de la frontière israélienne, c'est-à-dire dans cette fameuse zone des 40 km. 2, pas de transfert d'armes de qualité de la Syrie vers le Hezbollah au Liban.
C'est tout. Alors, Au-delà de ça, Israël ne s'ingère aucunement dans le conflit en cours en Syrie. Alors, si si l'Iran et le Hezbollah, ses alliés comme le Hezbollah, n'ont pas la possibilité d'agir dans cette partie du nord, hein, on va dire sur la partie syrienne du plateau du Golan, puisqu'ils sont empêchés, et en particulier par la présence des Russes. Est-ce que l'on peut craindre que le Hezbollah, surtout en tenant compte du contexte actuel en Iran, qui est d'une forme d'instabilité avec des manifestations, est-ce que l'on peut craindre que le Hezbollah ouvre un front du côté du Liban ? Là aussi, je pense que ce serait extrêmement difficile. Vous savez, on a beaucoup parlé ces derniers temps du rôle accru du Hezbollah au Liban, qui aurait soi-disant raflé encore plus de sièges lors des dernières législatives. Moi, je pense que le Hezbollah, objectivement, n'a jamais été aussi faible au Liban. Le Hezbollah a beaucoup perdu au cours du conflit syrien. Il a perdu des combattants, il a perdu des armes, il a dépensé beaucoup d'argent. C'est vrai qu'il est toujours alimenté par l'Iran, mais il n'a plus la force dont il disposait auparavant. Il est aujourd'hui perçu également comme un groupe sectaire, communautariste, qui agit sous les ordres de l'Iran de façon tout à fait explicite. Et aujourd'hui, personne, à part les chiites extrémistes, ne soutiennent le Hezbollah, que ce soit au Liban ou dans la région. Le Maroc a rompu ses relations diplomatiques avec le Liban, vous vous rendez compte, il y a à peu près 1 mois et demi, à cause du rôle du Hezbollah au Maroc, qui a cherché à soutenir les rebelles du Polisario contre le régime marocain. La Bulgarie, aujourd'hui, recherche des personnalités, des hauts dignitaires du Hezbollah. La Bulgarie étant quand même membre de l'Union européenne, ce n'est pas négligeable pour l'implication du Hezbollah dans un attentat terroriste visant des intérêts israéliens. Le Hezbollah figure sur la liste des organisations terroristes de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte. Je veux dire, le Hezbollah n'a jamais été aussi encerclé, aussi banni sur le plan régional. Alors, chercher à ouvrir un front avec Israël, je ne pense pas du tout que ça va arranger ses affaires au Liban. Alors, une dernière question. Encore faudrait-il qu'il y ait les moyens. Voilà, une dernière question que je vous pose, et je ne suis pas sûr que dans votre domaine, dans votre expertise en tant que géopolitologue, vous puissiez y répondre, mais j'espère que oui, en tout cas, parce que c'est lié à un événement, on va dire, assez émouvant. La découverte, en tout cas, la restitution de cette fameuse montre à l'espion qui appartenait à l'espion Eli Cohen, et qui a été pendu à Damas en 65 et qui était considéré comme une légende dans le monde de l'espionnage israélien. Donc le Mossad a réussi à récupérer cette montre. Et moi, ça m'a fait penser à une question, et je me pose cette question maintenant. Cela fait 6 ans qu'il y a en Syrie, on va dire, un chaos quasi total. Un régime qui a été lourdement ébranlé, qui aujourd'hui se stabilise d'une certaine manière, le régime de Bachar el-Assad. Est-ce que les Israéliens n'ont pas pu profiter de cette pagaille pour essayer de retrouver les restes d'Eli Cohen, qui apparemment ont été enterrés à Damas ? Alors là, ce n'est pas une question d'expertise, c'est une question d'information. Oui. Or, nous n'avons pas les informations nécessaires, malheureusement, concernant ce sujet. Nous savons que le régime d'Assad sait où se trouve la dépouille de Eli Cohen, et c'est uniquement ce que nous savons. Mais il est évident qu'Israël a toujours tout fait pour essayer d'avoir plus d'informations sur le sujet. Et le régime d'Assad, pour reprendre une phrase de votre question, ne contrôle pas le territoire syrien aujourd'hui, ne contrôlera probablement pas tout le territoire syrien. Il est aujourd'hui maître sur une partie uniquement de la Syrie. D'ailleurs, on ne sait pas si la dépouille d'Eli Cohen se trouve dans ces zones sous le contrôle de l'armée régulière syrienne. Il reste encore des régions entières qui ne sont pas du tout, qui échappent totalement au contrôle de la Syrie, et dont l'espace aérien échappe également au contrôle de la Russie. Je pense au nord de la Syrie, qui est sous le contrôle total de la Syrie, des forces de la Syrie démocratique, de cette coalition de groupes armés arabes et kurdes sous l'appui des États-Unis. Et il y a également une zone assez importante aujourd'hui contrôlée par la Turquie. Donc le régime d'Assad reste encore un régime de façade, et je ne pense pas que l'on puisse le considérer comme le maître du jeu aujourd'hui en Syrie, en tout cas le seul et exclusif interlocuteur de la Syrie. Eh bien, merci beaucoup, Dr Meir Masri, de nous avoir éclairé donc sur ce sujet important d'actualité brûlante, donc avec la reconquête de la zone de Daraa, et probablement dans les prochains jours, ou peut-être les prochaines semaines, de la reconquête de la zone de Quneitra,
à la frontière entre Israël et la Syrie. Merci de nous avoir expliqué les tenants et les aboutissants de cette situation. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Voilà, il est 8h30 sur Studio Qualitas. Nous allons marquer une pause et on se retrouve avec Eliana Gurfinkel et sa chronique Un jour notre histoire.